Salut les chimistes, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu sur cette chaîne, donc aujourd'hui je vous propose de corriger un exercice assez complet sur les diagrammes potentiel pH, en particulier sur le diagramme potentiel pH du chrome, ce qui va permettre de reprendre pas mal de choses. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez trouver plus de contenu gratuit en chimie sur mon site blablaro-chimie.fr, et puis bien évidemment, si ces vidéos vous aident, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, comme ça vous êtes prévenus la prochaine fois. Allez, je parle pas plus pour la partie administrative et on s'y met tout de suite. Go! Voilà, alors je vous rappelle que comme d'habitude, le sujet de l'exercice se trouve en description de la vidéo et vous trouverez aussi les liens vers les réseaux sociaux et mon site internet. Si vous souhaitez, donc comme d'habitude, pensez à jeter un œil dans le descriptif de la vidéo. Donc on y va en fait, eh bien on nous donne le diagramme suivant et on nous demande dans la première question de placer en justifiant les différentes espèces du chrome dans leur domaine. Donc dès qu'on vous pose ce type de question, la première chose à faire, ça va être d'indiquer les nombres d'oxydation de l'élément chrome dans chacune des espèces ici présentes. Donc je vais faire un petit tableau. Dans ce tableau, je vais faire apparaître à gauche les différentes espèces indiquées dans l'énoncé, à droite le nombre d'oxydation du chrome. Pourquoi on fait ça? Eh bien parce qu'en fait dans le diagramme, les espèces de nombre d'oxydation les plus élevées vont se trouver en haut du diagramme, et puis plus le nombre d'oxydation du chrome descend, plus on va se trouver en bas. Je vous rappelle que quand vous avez une frontière verticale, ça veut dire que vous passez d'une espèce du chrome à une autre avec le même nombre d'oxydation pour le chrome. Au contraire, quand je franchis une frontière soit horizontale, soit oblique, il y a un changement de degré d'oxydation parce qu'il y a des échanges d'électrons. Donc on est parti. Alors dans l'ordre, on nous dit qu'on a le chrome solide, on a CrOH 3 fois solide, on a Cr2+, Cr3+, CrOH4-, on a l'ion dichromate, Cr2O7-, et on a CrO4-. Donc pour les nombres d'oxydation, le chrome solide c'est assez simple, c'est 0. Donc je vous rappelle peut-être comment trouver le nombre d'oxydation d'une espèce. En fait, pour quelque chose d'assez simple, par exemple comme CrOH 3 fois, on va pouvoir le décomposer directement en ions. Et vous voyez, si je dis que CrOH 3 fois est en équilibre avec 3 ions H- plus un chrome, forcément, la charge va être de 3, et donc c'est ça le nombre d'oxydation, donc c'est plus 3 pour CrOH 3 fois. Quand j'ai juste l'élément, c'est-à-dire un ion, comme Cr2+, Cr3+, la charge est égale, le nombre d'oxydation est égal à la charge. Okay, je vais un petit peu vite sur cette notion parce que le but c'est pas de rappeler toute la méthode, mais je vais le faire dans certains cas. CrOH4-, je peux l'écrire comme étant 4OH- plus Cr3+, donc là aussi le chrome est au degré d'oxydation plus 3. Je vais garder le dichromate pour la fin. Si on veut faire CrO4-, alors ce qu'on peut faire ici, je vais le détailler un petit peu plus, c'est qu'en fait l'équation générale, ça serait dire que la somme des nombres d'oxydation des différents éléments est égale à la charge. D'accord? Donc si je développe ça dans le cas de CrO4-, ça veut dire que le nombre d'oxydation du chrome plus 4 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène est égal à -2. On indique en général en chiffres romains le nombre d'oxydation. Ensuite, le nombre d'oxydation de l'oxygène, eh bien lui-même vaut -2. Ce qui fait qu'on en déduit assez aisément qu'ici le nombre d'oxydation du chrome vaut -2 plus 4 fois 2, ce qui nous fait un nombre d'oxydation à plus 6. Donc ça c'était pour CrO4-, plus 6. Et puis je vais faire la même chose pour Cr2O7-. Donc là ça va dire, attention, j'ai deux éléments chrome, donc 2 fois le nombre d'oxydation du chrome plus 7 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène va être égal à -2. Et donc là, je trouve assez facilement que le nombre d'oxydation du chrome vaut également plus 6. Je vous montre en bonus une autre manière de le voir. Mettons que, alors ça serait plus une manière à partir de la représentation de Lewis, donc je vais le faire pour CrO4-. Alors le rouge, ça me paraît pas très adapté. Bon, vous me direz aux commentaires. Ouais, j'ai l'impression que le jaune, c'est quand même vachement plus lisible. Si j'écris la formule de Lewis, de CrO4-, je vais tomber là-dessus. Je vais avoir 2 oxygènes doublement liés au chrome et 2 oxygènes qui portent une charge négative. Une autre manière de le dire, c'est que finalement, il faut imaginer effectivement que je rends la liaison à chacun, que chaque liaison est rendue toujours à l'atome le plus électronégatif. Ici, en l'occurrence, l'oxygène,
Et donc, si j'imagine que je fais ça, ça veut dire que j'aurai O2-, 4 fois autour du chrome, puisque l'oxygène est plus électronégatif que le chrome. Et du coup, dans ce cas de figure, le chrome, il va avoir 6 charges plus. Et donc ça, c'est son nombre d'oxydation. Okay, on peut raisonner comme ça. Une manière, une fois qu'on a compris ça, plus directe, pardon, je vais remettre les guillemets parce qu'évidemment, ça, c'est fictif. Une manière plus directe, une fois qu'on a compris ça, c'est de dire, en fait, le nombre d'oxydation, ça va être égal au nombre de liaisons avec un atome plus électronégatif. Donc ici, on a bien 2, 3, 4, 5, 6, moins le nombre de liaisons avec un atome moins électronégatif, ici, on n'a pas, auquel je rajouterai la charge formelle. Je ne rentre pas plus dans le détail parce qu'on a déjà fait pas mal d'exercices avec des nombres d'oxydation. Là, je parle surtout pour mes étudiants. Sur la chaîne, il doit y en avoir aussi. J'avais fait une vidéo sur la détermination du nombre d'oxydation. Donc vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, on a bien réussi à classer par nombre d'oxydation. Donc vous voyez, une fois qu'on a ça, on va commencer par les espèces les plus simples. C'est-à-dire que le plus bas, c'est 0. Donc le chrome solide, c'est sûr qu'il va être dans le domaine le plus bas. On voit qu'il n'y a aucune frontière verticale avec d'autres composés du chrome. Donc c'est le seul au degré d'oxydation 0. Vient ensuite le degré d'oxydation plus 2. Ici pour le Cr2+, donc qui va correspondre à l'étage directement au-dessus. Et puis là, il n'y a rien d'autre pour plus 2, puisqu'encore une fois, il y a une frontière oblique, mais il n'y a pas de frontière verticale. Donc pour le plus 2, j'ai uniquement ça. Ensuite, on passe au degré d'oxydation plus 3. Donc là, on voit que j'ai CrOH 3 fois, Cr3+, CrOH 4 fois moins. Donc là, on peut écrire les équations, mais pour ça, je pense que vous allez le faire de tête facilement. On voit que pour passer de Cr3+ à CrOH 3 fois, il faut rajouter 3 ions H au moins. Ça veut dire de la base des ions hydroxydes. Donc autrement dit, CrOH 3 fois est plus basique que Cr3+. Et CrOH 3 fois plus H au moins donnerait le complexe CrOH 4 fois moins. Donc celui-là est encore plus basique que CrOH3. Donc, ayant compris ça, je vais avoir Cr3+ en milieu plutôt acide. Ensuite, j'ai CrOH 3 fois, je vais préciser qu'il est solide. Et enfin, CrOH 4 moins. J'en profite pour vous signaler une petite erreur qui est souvent faite. On voit souvent des confusions entre complexe et précipité. Donc CrOH 3 fois, c'est un précipité aussi parce qu'il est neutre, alors que CrOH 4 fois moins, c'est un complexe. Du fait de sa charge négative, ça le rend soluble dans l'eau. Donc là, c'est un composé aqueux. Et puis, il nous reste les deux derniers à classer ici pour les degrés d'oxydation plus 6. Donc là, il y en a un qui doit être plus basique ou l'autre, si on raisonne, qui est plus acide. Comment voir ça directement? Là, c'est moins évident. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est d'écrire une équation acido-basique entre ces deux composés. Vous pouvez essayer de mettre pause et chercher par vous-même, puis remettre lecture pour voir la correction. Donc, on y va. Je vais le faire un peu plus bas. Hop là, pardon. Voilà, donc on va faire ça ici. Donc, si je mets Cr2O7 de moins d'un côté et CrO4 de moins de l'autre, je vais devoir mettre 2 ions CrO4 de moins déjà pour équilibrer les chromes. Je vois ensuite que j'ai 8 oxygènes à droite contre 7 oxygènes à gauche. Je dois donc rajouter une molécule d'eau. Et pour équilibrer le tout, je vais avoir 2H+, ici. Ok, donc là, vous pouvez vérifier. L'équation de réaction est bien équilibrée. Je vois que j'ai des protons à droite de l'équation. Or, les protons se trouvent du même côté que la base. Et donc, j'en déduis, c'est logique, la base va capter des protons pour se transformer en acide. Et l'acide, au contraire, pour transformer en base, libère des protons. J'en déduis donc que CrO4- est la base et que Cr2O7- est l'acide. Donc là, on a une sorte de couple acido-basique, pas au sens aussi classique du terme que d'habitude, parce qu'il y a aussi une variation dans les liaisons covalentes, mais quoi qu'il en soit, on peut dire que Cr2O7- sera prédominant dans le domaine de gauche et CrO4- sera prédominant dans le domaine de droite. Voilà pour notre première question. Allez, on enchaîne avec la suite. Question 2a. Donc, on nous demande de déterminer le potentiel standard à pH égale 0 des couples Cr3+, Cr2+, Cr2+, Cr. Donc là, on va pouvoir utiliser une lecture graphique sur le diagramme, mais attention, sur le diagramme, on ne vous donne pas les potentiels standards, mais bien les potentiels. Donc là aussi, erreur qu'on rencontre malheureusement trop souvent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais obtenir par lecture graphique, on va aller voir le diagramme après, les valeurs du potentiel de Cr3+, Cr2+, et du potentiel du couple Cr2+, Cr.
Donc si je remonte sur mon diagramme, c'est ce que je vais pouvoir lire ici pour CR3 plus CR2 plus, donc on doit être environ à moins 0,41 volts, à peu près. Et puis là, pour le deuxième, donc là je lis environ moins 0,95 volts. Vous pouvez sûrement être plus précis en prenant votre règle et en utilisant l'échelle qui est donnée ici, puisqu'on voit que cette longueur-là, ça fait 0,4 volts. Voilà, donc je vais reporter cette valeur-là. Moins 0,41 volts pour le premier et moins 0,95 volts. Donc attention, je n'ai pas encore répondu à la question, puisque là, il va falloir que j'exprime les potentiels en fonction des potentiels standards. Donc je vais le faire pour le premier, pour le couple CR3+, CR2+. Je peux écrire la demi-équation. Redox, CR3+, plus électron donne CR2+. Si j'applique la loi de Nernst, j'ai que le potentiel CR3+, CR2+, est égal au potentiel standard de CR3+, CR2+, et on travaille à 290 Kelvin, donc plus 0,06 divisé par le nombre d'électrons échangés qui vaut 1, log de concentration en CR3+, sur concentration en CR2+. Là, l'énoncé vous donne une concentration de tracé. Donc quand vous êtes sur la frontière, ce qui est le cas ici, les deux concentrations sont égales à la concentration de tracé, si bien que là, il y a égalité, le log de 1, ça vaut 0, donc finalement, ce terme-là s'annule, et donc on trouve directement que le potentiel est égal au potentiel standard, et donc je peux dire que le potentiel standard de CR3 plus CR2 plus est égal à moins 0,41 volts. On va faire la même chose pour le couple CR2 plus CR. Donc cette fois-ci, je vais un peu plus vite. Donc voilà, j'écris la demi-équation, la loi de Nernst, mais là, il y a deux électrons échangés, donc je ne l'oublie pas au dénominateur, et j'ai log de, alors attention, l'activité du solide vaut 1, donc j'ai simplement concentration en CR2+, sur C standard. Donc là, en fonction de la concentration de tracé, ce terme pourrait bouger. D'accord, on n'aurait pas forcément E égale E standard. Il se trouve que dans le sujet qu'on a ici, on a une concentration de tracé qui a été choisie égale à 1 mol par litre. D'accord. Ce qui fait que là aussi, étant donné qu'ici j'ai 1 mol par litre, donc c'est égal à C standard, le log vaut 0, et donc j'ai le potentiel standard du couple CR2 plus CR3 plus qui vaut moins 0,95 volts. Donc attention, même si ici E égale E standard, il faut le justifier proprement pour bien répondre à la question. Allez, on enchaîne sur la question 2b. Donc là, on vous demande de déterminer la valeur du produit de solubilité Ks de CrOH 3 fois. Donc pour rappel, le Ks, c'est la constante d'équilibre associée à cette équation de réaction qui dissocie le précipité, en ion. Donc j'écris l'équation suivante. Du coup, on peut dire que à l'équilibre chimique, on sait que l'affinité chimique vaut 0, ce qui revient à dire que Ks pour ce précipité est égal au quotient de réaction à l'équilibre, ce que je peux réécrire aussi de la manière suivante, à savoir que Ks, ça va être la concentration en Cr3+, à l'équilibre, fois la concentration en HO- à l'équilibre au cube, et si je veux que tout ça soit homogène, je divise par la concentration standard puissance 4, puisque une constante d'équilibre est sans dimension. Une fois qu'on a ça, il va falloir que je trouve un endroit du diagramme où je connais simultanément la concentration en Cr3+, et la concentration HO-. Alors c'est assez facile, puisque si je me mets sur une frontière, typiquement la frontière entre Cr3+, et CrOH 3 fois, alors la concentration en Cr3+, vaudra 1 mol par litre, et la concentration HO-, je vais pouvoir la lire directement sur la frontière. Donc c'est ce que j'ai écrit là. Sur la frontière, on a déjà la concentration de tracé. Et puis pour HO-, donc je rappelle vite fait, HO-, on va dire que c'est KE, la constante d'autoprotolyse de l'eau, divisé par petit h. Donc je note petit h, la concentration en ion oxonium, ce qui me donne KE divisé par
10 puissance moins pH. Donc là, le 10 puissance moins pH, en fait, je vais aller lire le pH directement, tac, à ce niveau-là. Donc la frontière, elle se trouve ici. Et la valeur du pH est indiquée ici, elle vaut 2,7. Donc là, on retourne de l'autre côté. Désolé, je me balade pas mal sur l'écran, donc n'hésitez pas à mettre pause sur cet exo quand il y a besoin. En tout cas, pour l'expression de KS, si je veux une expression littérale, ça va me donner Ctra sur C standard puissance 4 fois KE sur 10 puissance moins pH à la frontière au cube. Voilà, avec pH ici qui vaut, comme on l'a dit, 2,7. Donc là, il ne nous reste plus qu'à faire l'application numérique. Je vous conseille de mettre pause, de vérifier déjà que vous êtes d'accord avec tout ce que j'ai dit, de faire vous-même l'application numérique avant de regarder la correction, c'est toujours mieux. Voilà, donc en fait, on le trouve assez simplement, comme CR3 plus vaut 1 mol par litre, bah, ça va être la valeur de H au moins, qui est ici, au cube, donc ça me fait 10 puissance moins 33,9. On peut ne pas aimer donner des puissances de 10 non entières, et donc dans ce cas, on aura 1,3 10 puissance moins 34. Voilà, on va passer maintenant à la question 2C. Donc là, on nous demande de déterminer l'équation littérale de la frontière entre CrOH3 fois solide et Cr2+, en fonction de ce qui est indiqué dans l'énoncé. Donc première chose à faire, écrire la demi-équation électronique entre les deux. Repérez bien déjà qu'on a un chrome 3 d'un côté, un chrome 2 de l'autre. Donc c'est bien une demi-équation redox qu'il va falloir équilibrer. Donc déjà, on sait qu'ici, il y a un électron. Et puis après, soit on l'équilibre avec des ions H-, ce que vous pouvez faire, mais ce n'est pas forcément la manière la plus pertinente. On peut également chercher à l'équilibrer comme on le fait classiquement, c'est-à-dire d'abord je vais mettre 3H2O pour équilibrer les atomes d'oxygène, et donc ensuite il va me manquer 3H+, de ce côté-là. Et donc là l'équation est bien équilibrée puisque j'ai les 6 hydrogènes ici, enfin j'ai tout qui va bien. À partir de là, je peux écrire la loi de Nernst, donc c'est ce que je cherche, c'est le potentiel de ce couple-là, donc qui va s'écrire en fonction de son potentiel standard. Là, on repère déjà que ce n'est pas celui qui est demandé, donc il va falloir le réexprimer autrement. Plus 0, on vous demande des KS, ouais, c'est ça, 0,06 divisé par 1 parce qu'il y a un électron échangé, log de... Donc là, attention, l'activité du solide vaut 1, donc je ne le mets pas. Par contre, j'ai bien l'activité de H+, donc ça va me donner la concentration, je vais le noter petit h directement, donc H au cube, que je divise par la concentration en Cr2+, et pour être homogène, je peux rajouter un C standard au carré, oh pardon, n'importe quoi, il n'est pas du bon côté, un C standard au carré au dénominateur. Une fois qu'on a ça, normalement, on se rend compte qu'on n'a pas forcément très bien répondu à la question, puisque c'est ce potentiel standard que j'ai, donc lui, il va falloir le réécrire pour faire apparaître E standard Cr3+, Cr2+, Ks et Ke. Voilà, et par ailleurs, ici, ça va être assez facile, puisque je suis à la frontière, donc là, ça vaut 1 mol par litre, concentration de tracé. Et puis l'énoncé n'est pas très bien posé, on aurait dû dire en fonction du pH et des paramètres tatati tatata, puisque là on voit qu'on va faire apparaître le pH assez facilement. Donc là, le travail que j'ai à faire, c'est pas forcément le plus évident, ça va être d'écrire le potentiel standard ici en fonction de l'autre. Donc là, on a deux méthodes. Je vais prendre plutôt la méthode de première année, qui va consister à utiliser l'unicité du potentiel pour le couple chrome 3, chrome 2, mais on pourra aussi utiliser les enthalpies libres standards de demi-réaction pour ceux qui ont vu le cours de thermochimie de l'oxydoréduction. Donc là, vous faites au choix, le mieux étant de maîtriser bien sûr les deux méthodes. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire en fait que finalement, pour le couple, comme pour n'importe quel couple, chrome 3, et là je mets bien des chiffres romains parce que le chrome 3 il peut être libre ou précipité. Chrome 2, il y a toujours un seul potentiel possible. Donc on dit qu'il y a unicité du potentiel. Ce qui veut dire que j'ai le droit d'écrire que le potentiel du couple Cr3+, Cr2+, est égal au potentiel du couple CrOH3
CR2+. Et partant de là, je vais devoir développer ça avec les lois de Nernst, du coup, comme on l'a vu. Donc, ça veut dire que je vais avoir à gauche E standard CR3+, CR2+, plus 0,06 log de CR3+, sur CR2+. Et de l'autre côté, je vais avoir le potentiel standard. Bon, on l'a déjà écrit en fait. Hein. On l'a déjà écrit, donc je le remets. Et on arrive à l'équation suivante. Donc là, maintenant, on va exprimer le potentiel standard qui est dans la loi ici, en fonction du reste. Et vous voyez, l'idée, ça va être de tout regrouper dans le log. Donc les CR2+, vont s'annuler. Et petit h, en fait, c'est la concentration en oxonium. On va l'exprimer en fonction de KE et H au moins. Et là, normalement, vous devez commencer à voir que on va faire apparaître KE et KS. Donc on y va, ça me donne ça. Voilà, donc maintenant, je vais me contenter de travailler sur ce terme-là. Sur celui-là en l'occurrence. Donc, on va le réécrire, c'est-à-dire que je vais dire que CR3+ sur H cube, étant donné que H cube, petit h c'est KE sur la concentration H au moins, dis donc j'ai du mal à parler aujourd'hui, ça me donne CR3+ fois H au moins au cube sur KE au cube. Et là, les amis, on a le droit de s'émerveiller parce que ce qu'on reconnaît ici, c'est rien d'autre que le produit de solubilité KS. Okay, si bien que je vais avoir le droit de réinjecter ça dans la loi qui est ici. Et ensuite, voilà, on a ce qu'il faut. Hein, donc après, je peux garder KS, KE ou avec le log, je peux les sortir plus facilement. Ok, donc je vais réinjecter ça là-dedans et ensuite tout ça, je le remets dans cette loi-là. C'est ce qu'on voulait au début. Vous voyez, c'est une question quand même qui demande un petit peu de développement. Donc on y va, je vais l'écrire. Voilà, donc j'arrive à l'équation suivante. Alors je précise ici j'ai mis KS, bon normalement là il faut que je divise par ces standards puissance 4, donc si je veux être très rigoureux, je peux quand même rajouter ces standards puissance 4. Honnêtement, vous ne serez pas sanctionné si vous l'oubliez, vous pouvez dire on omet ces standards, c'est pas bien gênant. Je vais faire une dernière ligne de calcul pour faire un peu le ménage, c'est-à-dire avoir des trucs avec du PKS, du PKE et du PH ici. Donc là pareil, si vous mettez que H cube dans le log, il n'y a pas mort d'homme. L'activité des ions oxonium, c'est bien H sur ces standards, hein, normalement. Donc c'est pour ça que, par souci de rigueur, je le fais comme ça. Donc j'arrive à l'expression finale suivante. Et voilà, on a bien l'équation de cette portion de la frontière. Et donc ce qui compte aussi, c'est de voir la pente de moins 0,18 par unité de pH, volts par unité de pH, qui colle bien avec ce qu'on voit sur le diagramme. Hein. Si vous regardez l'énoncé, elle est quand même relativement pentue, notamment par rapport à celle qu'on voit plus haut. Bref, j'enchaîne en passant à la question suivante, la question 2D. On vous demande de déterminer la constante globale de formation du complexe CrOH4-. Vous allez voir, il y a une petite subtilité. Donc je commence par suivre la même démarche que la question précédente, à savoir redéfinir déjà cette constante de complexation. Donc la constante globale de complexation, elle se définit à partir de l'équation qui forme le complexe à partir de l'ion Cr3+. Donc l'équation s'écrit comme ça, j'en déduis que bêta 4, c'est la concentration en CrOH 4- divisé par Cr3+, fois H au moins puissance 4, et je peux toujours ajouter C standard puissance 4 pour l'homogénéité. Là, l'idée, ça va être pareil, je vais devoir trouver un point du graphique où je connais toutes ces concentrations, et vous allez voir, c'est pas si évident, parce qu'on peut... si je me place sur une frontière, j'ai une frontière de 7 espèces avec CrOH 3 fois, et une frontière de CrOH 3 fois avec 7 espèces, mais il n'y a pas de frontière entre les deux. Autrement dit, il n'existe pas d'endroit du diagramme potentiel pH où je connais simultanément, où je connais directement simultanément, on va dire plutôt ces deux valeurs. Donc il va falloir utiliser une petite astuce, mais qui en fait est assez simple, parce que si vous regardez au dénominateur, qu'est-ce qu'on voit là? Je peux faire apparaître KS, parce que KS c'est CR3+ fois H au moins au cube. Donc en fait, je vais simplement m'affranchir de la lecture de CR3+ de cette manière-là. Donc si je réécris, je vais avoir CrOH 4- fois, donc là, il va me rester en bas juste un H au moins, en fait, donc je vais avoir H au moins ici, et puis fois 1 sur KS. Voilà, et là, il me reste à trouver un point du diagramme où je connais simultanément ces deux concentrations, et ça, c'est tout à fait possible. Regardez, on va aller voir le diagramme. Hop là. J'ai
fait une grosse bêtise. Hop, on y retourne. Eh bien, c'est simple. Il me suffit, par exemple, de me mettre sur cette frontière. Sur cette frontière, qu'est-ce que j'ai ? J'ai la concentration du complexe qui vaut 1 mol par litre, parce que c'est égal à la concentration de tracé qui est ici. Et le pH est indiqué là. Le pH vaut 13. Donc, ça va nous permettre de répondre assez facilement à la question. Donc, j'y reviens. On était là. Voilà. Donc, ici, là, je me mets sur la frontière, je précise, entre Cr3+, et le complexe CrOH4-. Donc ça vaut 1 mol par litre. Et HO- vaut Ke sur 10 puissance moins pH. Si je fais l'application numérique directement, ça fait 10 puissance moins 14. Et on a dit que le pH valait, que je ne dise pas de bêtises, ça vaut 13. Donc plus 13, donc du coup, ça vaut 10 moins 1 mol par litre. Si bien que j'en déduis la valeur de bêta 4. Bêta 4, ça nous donne quoi ? Ça nous donne 10 sur KS, finalement. Ah oui, et KS, on l'avait calculé. Alors attends, il faut que je le retrouve, parce que je ne l'ai plus sous la main. KS, on l'avait... KS, il était là. Donc 10 puissance moins 33,9. Ce qui nous fait 10 puissance 33,9 fois 10. Donc 10 puissance 34,9. Allez, encore dans le même esprit, je vous ai dit que c'était un exo complet, et c'est vrai qu'il est assez long. Dans la question 2E, cette fois-ci, toujours un peu par le même type de technique, on souhaite déterminer la constante d'acité Ka du couple dichromate-chromate. Donc là, on va se mettre... déjà, on va le redéfinir. Donc l'équation, c'était Cr2O7 plus H2O qui donne 2CrO4 plus 2H+. Donc si j'écris Ka, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir CrO4 fois H+ au carré divisé par la concentration, là aussi j'ai un carré, en dichromate, Cr2O7 fois C standard au cube. Alors là, le K, il faut voir, on ne vous donne aucune info sur le K. Donc moi, je le définis comme étant la constante de cette équation de réaction. On pourrait aussi dire que le Ka, on le définit pour la donation d'un proton. Okay, mais là, l'énoncé reste en vague. Moi, personnellement, j'accepterais les deux réponses. C'est-à-dire qu'on écrirait cette équation en divisant tous les coefficients par 2. Et donc le Ka, là, on diviserait toutes les puissances par 2. Et on arriverait à une valeur, du coup, qui est la racine de la valeur que je vais avoir là. Bref, voilà. Bon. Ici, il n'y avait pas de précision dans l'énoncé. Donc, vous pouvez le définir comme ça. On va se placer à la frontière, toujours, entre Cr2O7 et CrO4 et donc à cette frontière, on a déjà ces concentrations-là qui sont toutes deux égales à la concentration de tracé. Et puis on a également petit h, que j'ai noté h+, dans la valeur de K. Donc là, on vous le donne... Ouais, c'est 7... on voit pas bien, est-ce que c'est... C'est un 7,5. Donc ça nous donne 10 puissance moins 7,5 mol par litre. Et donc dans ce cas-là, on arrive directement à la valeur de Ka qui vaudrait 10 puissance moins 15. Voilà, on passe maintenant à la question 3A. Donc là, on vous demande de dire quelles sont les espèces contenant l'élément chrome thermodynamiquement stable dans l'eau. Donc pour ça, il va falloir retourner voir le diagramme potentiel pH du chrome et on va le superposer avec celui des couples de l'eau. Alors en fait, c'était déjà fait parce que si vous regardez bien, on vous a mis ici ces fameuses droites obliques. Donc là, je considère que vous connaissez déjà ça. Donc sous la droite du bas, on a H2. Entre les deux droites, on a H2O et au-dessus, on a O2. D'accord ? Les couples de l'eau, vous êtes censés les connaître. Et donc là, c'est simple. L'idée, c'est comme d'habitude de dire que les espèces stables dans l'eau sont celles qui partagent au moins une partie de leur prédominance avec l'eau, tout simplement. Du coup, il suffit de lire.
On voit que par exemple Cr et Cr2+, n'ont aucune partie de leur diagramme, aucune partie de leur domaine en commun avec l'eau. Ils sont donc instables dans l'eau et vont s'oxyder. Cr3+, CrOH3 fois, etc. Tous les autres en fait ont au moins une partie commune avec l'eau et ils sont donc stables dans l'eau. Ok. Donc ça c'était donc les espèces thermodynamiquement stables en fait. On va aller l'écrire. Toutes les espèces sauf Cr solide et Cr2+ aqueux sont thermodynamiquement stables dans l'eau. Pourquoi on précise thermodynamiquement? Parce qu'on verra plus loin, pas dans cet exercice-là, a priori, mais que pour certaines espèces, même si la thermo prévoit qu'elles s'oxydent, ce ne sera pas forcément le cas à cause de la cinétique. Question 3b, on nous demande d'écrire si elle a effectivement lieu l'équation de la réaction traduisant l'action du chrome métallique sur une solution d'acide, sur de l'eau pure ou sur de la soude concentrée. Donc là, en fait, c'est juste une manière de vous dire qu'on fait varier le pH, et puis on vous dit que ces réactions étant lentes, on n'en tiendra pas compte pour la suite. Donc là, c'est très simple. On va retourner voir le diagramme potentiel pH. Hop. Et l'idée, ça va être d'équilibrer l'équation en disant que le chrome, si je suis en milieu acide, je suis à gauche du diagramme. Il va se transformer, il pourrait s'oxyder en Cr2+, mais Cr2+ étant lui-même instable, il va s'oxyder en Cr3+. Cr3+ a un domaine de prédominance commun avec l'autre, donc il faut écrire une transformation pour aller de Cr à Cr3+, en milieu neutre de Cr à CrOH3 fois, et en milieu très basique de Cr à CrOH4-. Ok. Voilà, écoutez, on va se faire ça. Donc je vais le détailler dans le premier cas. On peut, si on le souhaite, repasser par les demi-équations redox. Donc par exemple, Cr solide qui va donner du chrome 3. Donc là, je le fais en milieu acide d'abord. La demi-équation, elle s'écrit simplement comme ça. En face, qu'est-ce qu'on va avoir pour le couple de l'eau? Comme le chrome est oxydé, l'eau est réduite. Donc là, dans ce cas, si on équilibre, on a directement 2H+, plus 2 électrons qui va donner H de gaz, et du coup je peux en déduire l'équation globale, donc je vais multiplier par 2 pour le chrome, pour le couple du chrome, et par 3 pour le couple de l'eau, si bien que je vais avoir 2 chromes solides plus 6H+, qui va donner 2 Cr3+, aqueux, plus 3 d'hydrogène. Donc ça c'est pour le milieu acide. Ensuite, si on fait en milieu neutre, le couple ici va être toujours le même, je peux garder ce couple-là, et de ce côté-là, je vais devoir former CrOH 3 fois. Donc il faudrait rajouter 3H au moins de ce côté-là. Ce qui revient, donc je pourrais même l'écrire tout de suite ici d'ailleurs. On pourrait reprendre à partir de celle-ci et dire que là je vais avoir 2 CrOH 3 fois. Et donc dans ce cas, ça veut dire que je rajoute 6H au moins et ça va me faire 6 molécules d'eau de ce côté-là. Bref, là je sais que je vais un peu vite, mais je vous laisse aussi vous en convaincre, c'est à vous de faire le job d'écrire les demi-équations, mais donc on aura au final l'équation suivante. Et enfin, il nous reste à écrire l'équation en milieu basique. Donc en milieu basique, cette fois-ci, je ne vais pas former CrOH 3 fois, mais CrOH4-. Donc là, pareil, soit je réécris les demi-équations, soit simplement, je vois tout de suite qu'il faut jeter 2H au moins à gauche. Donc on y va, on écrit 2Cr solide, plus, donc on garde les 6H2O, on rajoute 2 ions hydroxyde, et on a 2CrOH4- plus 3H2. Je sais que parfois les explications sont un peu succinctes, mais vous voyez, l'exercice est quand même relativement long, donc imaginez si je détaille tout, on en a pour 1h30. Voilà, donc ce genre de questions, il faut quand même garder en tête que ça reste des choses à savoir faire rapidement. Maintenant, je vous propose qu'on passe à la question suivante. On est bientôt au bout de l'exercice, donc la question 4a, on vous dit qu'à une solution de Cr2+, est ajoutée une solution de soude diluée. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Et écrire l'équation de la réaction modélisant la transformation observée. Donc là, encore une fois, on va aller voir la tête du diagramme, parce qu'évidemment, il y a un petit piège. Donc soude diluée, c'est une manière de vous dire, on va rendre le milieu plus basique,
sans aller forcément vers des pH très élevés. Donc on peut imaginer qu'on va aller, je sais pas, vers un pH de 10, 11 par exemple. En fait, si je suis en CR2+, alors là, pour l'avoir vu beaucoup de fois en tant qu'examinateur au concours, le candidat moyen, voire un peu trop moyen malheureusement, l'erreur qu'il va faire, c'est qu'il va se dire, bah, le pH augmente, pas, mais je me déplace comme ça sur le diagramme. Vous voyez? Et du coup, il tombe dans le domaine de CrOH3, et souvent, la réponse qu'on a, et c'est le piège qu'on pose en fait, c'est de dire, bah, le chrome 2 s'oxyde, pardon, le chrome 2 se transforme en CrOH3 fois. Et donc dans ce cas-là, il y a un problème, parce que la soude n'est pas un oxydant, donc l'histoire se joue pas vraiment là, c'est-à-dire que finalement, ce qui va se passer, c'est que comme le chrome au degré d'oxydation 2 n'a pas de frontière verticale ici, et que H- n'est pas en soi un oxydant, parce qu'on a dit qu'on ne considérait pas là, les réactions qui étaient considérées comme lentes, eh bien il va falloir, certes qu'il s'oxyde en CrOH3 fois, mais c'est lui-même qui va s'oxyder, donc une partie va être réduite. Donc là, on obtient, typiquement, quand le degré d'oxydation correspondant n'a plus de domaine de prédominance en milieu basique, on a une dismutation, c'est-à-dire qu'il va se transformer à la fois en chrome et à la fois en hydroxyde de chrome 3. On y va, on écrit l'équation. Je sais que ça, c'est pas forcément évident, mais attention, c'est un très grand classique en fait. Donc, les couples à considérer, ça veut dire que j'ai CrOH 3 fois Cr2+, d'un côté, et de l'autre, j'ai le couple Cr2+, Cr. Donc là, on va écrire la réaction. Donc on voit qu'il y a 2 électrons échangés ici, un électron échangé ici. Donc logiquement, je vais multiplier celle-là par 2. Donc si on écrit bien les choses, on va avoir 3Cr2+, qui doit nous donner 2 fois CrOH3 solide, plus une fois le chrome solide. De là, on peut équilibrer assez simplement, puisqu'on voit directement qu'il y a 6 H- AQE. Et là, normalement, tout est bon. On a bien l'équation de dismutation. Si vous n'êtes pas très familier des nombres d'oxydation et d'aller aussi vite, je vous recommande toujours d'écrire les demi-équations redox. C'est la méthode la plus sûre pour ne pas faire d'erreur. Et nous voilà pour la dernière question. Donc là, on se place à un pH de 2, on ajoute des ions dichromates à du chrome métallique. Et à quel degré d'oxydation trouve-t-on l'élément chrome à l'équilibre chimique? Eh bien, à nouveau, je vous emmène voir le diagramme. Donc là, qu'est-ce qu'on met? On va mettre simultanément, je vais essayer en vert, le dichromate ici avec du chrome. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, clairement, donc à pH 2, donc ça veut dire qu'on se situe, je peux tracer une petite ligne, hein, on se situe là. D'accord? Ce qu'on voit pour ce pH, c'est que déjà les domaines de prédominance sont disjoints, donc ils vont pouvoir se transformer en chrome 2 et ou en chrome 3. On pourrait, si on devait considérer la réaction avec l'eau, le chrome 2 n'étant pas stable, on ne donnerait que du chrome 3. D'accord? Là, on nous dit clairement à la fin de la question 3 que les réactions sur l'eau étant relativement lentes, on ne tient pas compte des espèces instables. Donc on peut envisager une transformation du chrome en chrome 2 et du dichromate en chrome 3. Par exemple, chrome 3 et chrome 2, si on ne tient pas compte de l'oxydation par l'eau, peuvent coexister car ils ont une frontière en commun. Allez, on écrit cette équation de réaction et puis ensuite on pourra conclure sur ce gros exercice. Donc c'est parti. Donc là, les couples à considérer, encore une fois, ça va être Cr2+, Cr, et de l'autre côté, Cr2O7-, Cr3+. Là, encore une fois, si vous n'êtes pas très confiant, écrivez les demi-équations redox. D'accord? Pour ma part, ce que je vais dire, c'est que là, il y a 2 électrons échangés. Ici, je vais mettre 2 Cr3+, donc il y a 6 électrons échangés. Donc je vais multiplier celle-ci par 3. Si bien que je vais avoir 3 chromes plus Cr2O7-, qui va donner 3 chrome 2 plus 2 chrome 3. Et de là, je peux équilibrer en partant direct sur les oxygènes. Donc je vais mettre par exemple 7 fois H2O. Donc je n'ai pas mis les états physiques. Essayez quand même de préciser, surtout quand il y a des solides. À que on vous le pardonnera mieux. Et une fois qu'on est là, on voit qu'il manque 14 H+. Et puis ici, vous voyez, tout simplement, je vais recompter les charges. J'ai 12 charges plus, et là j'en ai 3 fois 2, 6, et 2 fois 3, 6, ça fait 12. Donc on est bon, on a la bonne réaction à ce niveau-là. Voilà, au passage, dites-moi dans les commentaires si jamais vous avez envie que je fasse une vidéo pour vous expliquer comment équilibrer de manière très rapide, là, un peu comme je l'ai fait,
les équations redox, parce que, bon voilà, encore une fois, hein, même pour mes étudiants, je préconise toujours, en cas de doute, de passer par les demi-équations électroniques. Mais voilà, parfois, une fois qu'on est suffisamment à l'aise, peut-être qu'en raisonnant sur les nombres d'oxydation, on peut gagner pas mal de temps et réussir à ne plus passer par les demi-équations électroniques. Et voilà les chimistes, j'espère que ça vous a plu. Franchement, si vous avez été au bout de l'exo, c'est que vous êtes courageux. Bon, voilà, c'est un gros exo qui permet vraiment de réviser des bases, mais de manière parfois un petit peu calculatoire. Il y a beaucoup de questions, mais c'est un très très bon entraînement. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, explosez les pouces. Et moi, je vais filer parce que j'ai cours dans très peu de temps. Allez, salut!